Le point suivant concerne le périmètre des eaux pluviales urbaines. Donc, il y a déjà eu réflexion en bureau. Il y a eu réflexion à la présentation du dossier ici par Espelia. C'était des propositions d'Espelia. L'idée générale, c'était de vraiment faire du limite sur l'amplitude de l'application de cette compétence. N'en demeure pas moins, on ne pouvait pas quand même la rendre à sa plus simple expression, parce que le législateur l'a bien positionné comme étant un transfert de compétences obligatoire. Donc, nous avons arrêté, vous les avez eus sous les yeux, les critères d'intervention de la communauté d'agglo, sur les ouvrages relevant de la compétence eau pluviale urbaine. On va bien intervenir sur les réseaux enterrés séparatifs pluviaux. Vous l'avez eu, les branchements pluviaux, les ouvrages de traitement des eaux pluviales, les exutoires busés du réseau pluvial, les bassins de stockage et les techniques d'infiltration des eaux pluviales. Bon, il y a peut-être quelques cas particuliers pour des réseaux qui seraient unitaires, avec, effectivement, une stratégie, un réseau, enfin, surtout un lieu de stockage ou de collecte, avec un réseau unitaire, donc ça relève du pluvial, ça relève de l'assainissement. Bon, ce sera du cas par cas, il y en a peu. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? L'un des constats qu'avait fait Espelia, c'est qu'effectivement, cette compétence n'était pas tout à fait identifiée dans pas mal de cas. Oui, Jean-François. Attends, le micro arrive, Jean-François. À la lecture de la délibération, je n'ai pas tellement bien compris. Ce qui veut dire que la communauté d'agglo prend donc la compétence eau pluviale urbaine, donc les réseaux enterrés séparatifs. C'est ça ce que ça veut dire, hein? Oui, d'accord. Pluviaux. Voilà. Pluviaux, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Non, parce que la question qu'il y avait derrière, c'était le fait que dans un certain nombre de secteurs, et notamment sur le syndicat de la Haute-Meurthe, le syndicat avait aussi la compétence, aussi bien pour le collectif que pour le séparatif. Ouais. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que le séparatif ne retombe pas sur la commune, c'est tout. Hein. Non. Donc, c'est bien l'agglomération qui prend en charge aussi le séparatif. Oui. D'accord. Vous savez tous quand même que toute cette compétence-là, elle n'a pas de recette en face. Eh bien d'accord. Elle a des coûts qui arrivent à la com d'agglo via les conventions de gestion dans la plupart des cas. Hein. Mais de la convention de gestion, si on envoie la com d'agglo le coût de ce service, la com d'agglo n'aura pas d'autre scénario pour y trouver les recettes en face, de rebasculer cette charge aux communes d'origine. Ce qui est le cas aujourd'hui, puisque c'est bien nos structures qui les payons. Par exemple, dans la commune de Fraise, il n'y avait aucune charge sur les réseaux séparatifs, c'était le syndicat de communes qui avait la charge. Donc à ce moment-là, si on transfère la charge à la commune, c'est l'argent pour la France. Ah oui, c'est un transfert de charge à la commune. Donc qui dit transfert de charge à la commune, dit recette en compensation. Il y a encore du boulot. Non, dans ce cas-là, c'est assez simple. Hein. Quand il y aura des travaux à réaliser, il faudra que le budget permette de les réaliser. Et s'il ne le permet pas de les réaliser, ce sera pris sur le budget assainissement et donc sur les recettes et donc sur les tarifs payés par les habitants. Voilà, dans ces secteurs-là, c'est relativement logique. Est-ce qu'il y a d'autres... Cela dit, on verra si ce que j'ai noté tout à l'heure pourrait s'appliquer dans certains cas. Ça permettrait de maintenir cette stabilité de facture. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Le point suivant appelle le rapport sur la situation en matière de développement durable. Je remercie les services qui ont réalisé ce rapport parce que c'est un beau document. Je donne la parole à Patrice Fell. Bon, effectivement, dans le cadre de ma délégation sur l'environnement, donc, je pense, vous avez tous eu, enfin, sous forme numérique, je pense, ce document de très belle qualité. C'est bien une obligation de rédiger ce rapport sur le développement durable.
Bon, dans deux volets, celui du constat d'existant, celui de la stratégie future. Elle reste encore, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Hein. Vous avez vu qu'on continue tout de même avec le CTE, le contrat de transition écologique, c'est sûr. Vous en avez vu toutes ces rubriques. Hein. Je pense qu'on ne va pas les reparcourir complètement. La lutte contre le changement climatique, avec tout ce qui nous intéresse à notre niveau. Hein. Il y a 5 chapitres. La préservation de la biodiversité. Il ne faut pas perdre de vue que, pas toujours identifié, mais dans toutes les actions, enfin vous le savez quand même, dans toutes les opérations qu'on vous présente, espaces naturels sensibles et autres, avec des décisions ici donc pour protéger des milieux et des ressources. Tout le sujet de la cohésion sociale entre les territoires et les générations, tout ce qui va graviter autour de l'épanouissement de nos habitants, et toutes les dynamiques de développement sur les modes de production et de consommation responsables. Hein. Donc, c'est vaste, sujet vaste, passionnant, je pense, plein de supports intéressants. Hein. Comme vous voyez des opérations de renaturation dans certains domaines, le sujet des recycleries, on va trouver tous des tas de thèmes qui intègrent l'environnement durable. Oui, je pense que beaucoup ici sont convaincus que le développement durable, ça doit devenir, et une vraie stratégie en matière de développement durable, un marqueur et même une identité de notre communauté d'agglomération dans les années qui viennent. Pour tout un tas de raisons. Parce que si on prend la question de la consommation des espaces, par exemple, et notamment des espaces agricoles, mais de la consommation des espaces au sens large, nous ne sommes pas soumis à la même pression foncière que la plupart des autres territoires en France, parce que la tendance démographique n'est pas très positive dans notre territoire. Et elle ne se retournera pas à 10 ans. Elle peut se retourner dans un village, 2 villages ou 3 villages, mais au total, dans la communauté d'agglomération, comme dans le département des Vosges, on sait qu'elle ne se retournera pas à 10 ans. Et que donc la priorité, ça n'est plus de construire à l'infini, et d'étendre d'ailleurs, et de tirer des réseaux à l'infini pour des zones pavillonnaires, mais c'est bien de faire habiter les logements qui existent sur notre territoire et d'accompagner leur rénovation. On a cette préoccupation. Ça se retrouvera d'ailleurs dans le PLUIH. C'est un enjeu prioritaire, comme le dit Jean-Luc Béverina, comme le dit Bernard Metz. Et ils l'ont répété de réunion publique en réunion publique. Je crois qu'il y en a une demain où à Fraise. À quelle heure 19h. Donc pour ceux qui sont de restitution de la première phase. Donc vous y êtes tous cordialement invités. C'est vrai aussi en matière d'autonomie sur la production d'énergie. On n'a pas aujourd'hui de stratégie pour rendre le territoire autonome en production énergétique. Et il faut, plutôt que de prendre des initiatives isolées, se doter d'une vraie stratégie. Ce sera aussi une des tâches du mandat qui vient. Sur la biodiversité, là aussi, beaucoup d'actions étaient conduites par les anciennes communautés de communes. Nous les avons pour partie poursuivies, pour partie amplifiées. Mais il faudra construire une stratégie plus articulée, plus structurée. Sur les déchets, il reste encore beaucoup à faire. L'incitatif n'est pratiqué que sur un seul territoire, de façon pleine. L'ancienne communauté de communes de Favre-Nord-Galilée. Là aussi, il faudra apprendre à regarder nos déchets différemment et inciter à faire les gestes de tri plus exigeants qu'on observe chez un certain nombre de nos voisins. Moi, je suis vraiment convaincu que ça doit devenir, le développement durable, encore une fois, le fil qui traverse toutes nos politiques publiques dans le mandat prochain, parce qu'il faut changer de modèle de développement. On a la chance, encore une fois, dans notre territoire, d'avoir une nature extraordinaire qui n'est pas toujours aussi préservée qu'on le dit, avec des sites qui sont parfois très pollués, avec un niveau d'artificialisation qui a continué à progresser au cours des 20 dernières années, malgré la tendance à la stagnation démographique. Et je crois qu'il faut qu'on intègre toutes ces dimensions,
y compris dans notre politique d'urbanisme commercial. On ne pourra plus voir des zones commerciales qui s'étendent à l'infini ou la multiplication des grandes surfaces ici et là, alors même qu'on sait que globalement les consommateurs y vont moins qu'avant et que par ailleurs on a une population qui stagne, voire qui baisse. Il faut tirer parti et en faire quelque chose de positif. Il faut tirer parti de cette faible pression sur le foncier pour être un territoire exemplaire demain, ce que nous ne sommes pas au moment où nous parlons, même si nous faisons beaucoup de choses, même si nous avons reçu beaucoup de prix, même si nous sommes à l'initiative, sur l'eau également et sur l'assainissement, que ce soit sur l'assainissement dans le rejet de substances, même des substances qui peuvent être détectées en sortie de station, ou sur l'eau, sur l'économie de la ressource, on devra intégrer cette question du développement durable et être là aussi un territoire exemplaire. C'est une chance, il faut la saisir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui. Oui, je voudrais préciser que la page 23 où il y a le pays de la Déodacie, la photo n'est pas les gens, ce ne sont pas les gens du pays. Il paraît pourtant que vous avez fait un repas il n'y a pas longtemps à l'auberge des Arentès et que ça a trinqué sévère. On pensait que c'était des bons vivants au pays. Tu nous déçois là. Bon. Donc on prend acte de ce rapport s'il n'y a pas de questions sur le sujet.